Bien, bonjour à toutes et à toutes. C'est, je crois, la troisième rencontre qui est organisée par le Centre de gestion du personnel territorial des Landes, donc on dit CDG 40, sur la thématique de la laïcité et dans le cadre, on va dire, à proximité de la journée nationale de la laïcité qui, si mes informations sont bonnes et si ça n'a pas changé, est le 9 décembre. Voilà. Donc, chaque fois, nous changeons de lieu et cette fois-ci, c'est extrêmement agréable d'être, je vais dire, presque dans un environnement de verdure, même si, évidemment, nous sommes en décembre et si les arbres sont un peu défeuillus, hein, pardon pour le néologisme, sauf les pins qui, eux, sont évidemment tout le temps verts. Hein, voilà. Alors, il va y avoir une succession de prises de parole. Sans plus attendre, comme on dit, je vais tout de suite donner la parole à Madame Jeanne Coutière, qui est présidente du Centre de gestion 40 et qui est également sénatrice suppléante des Landes. Chère Jeanne, c'est à vous. Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, vous saurez que je ne vais pas vous parler très longtemps. Je vais juste introduire cette journée laïcité, qui est une journée que je dirais quasi officielle, puisque nous devons l'organiser chaque année, et tant mieux, pour parler de ce sujet qui n'est pas forcément très connu, ou avec lequel on ne fait pas forcément le rapprochement entre quotidien, d'où l'intérêt de cette manifestation. Alors, je vais d'abord remercier la mairie de Mont-de-Marsan et les employés qui nous ont aidés à tout organiser. Monsieur le maire devait nous rejoindre, mais il s'est excusé, il a eu une contrainte de dernière minute. Aujourd'hui, vous allez travailler sur le principe de la laïcité, qui est un principe fondamental de notre République. Elle a été énoncée par la loi du 9 décembre 1905. Et en fait, la grosse idée générale, c'est qu'il faut qu'elle permette à chacun de vivre selon ses croyances et également ses non-croyances, en préservant l'ordre public, l'égalité entre les citoyens et tous nos principes de République. Alors, cette année, nous fêtons les 40 ans du statut de la fonction publique et nous avons pensé que c'était l'occasion de prendre un thème sur la pratique dans la fonction publique. Alors la pratique, c'est d'abord pour nous les fonctionnaires, puisque j'en étais dans ma vie antérieure, je ne le renie pas. Nous avons toujours eu comme principe premier d'être neutre. C'est-à-dire la neutralité, ce n'est pas que la neutralité religieuse, c'est la neutralité en général, pour que nous ne soyons pas dans notre travail envers surtout le public, puisque nous sommes les fonctionnaires publics. Nous ne montrions pas nos opinions déjà, mais non plus, ce qui est le cas plutôt pour aujourd'hui, des signes de comportement religieux dans le cadre de notre travail. Ça implique déjà une liberté de conscience pour nous. Évidemment, les fonctionnaires ont le droit de croire ou de ne pas croire ce qui est leur fondement personnel et tout à fait important. Mais cette liberté n'autorise pas à exercer à faire du prosélytisme. Et nous, les fonctionnaires, doivent respecter les principes républicains. Alors, évidemment, il y a d'abord la réserve, dont on va parler, la discrétion, et surtout, ils doivent garantir l'égalité de tous devant le service public et en général dans la vie publique. La laïcité, c'est un élément de cohésion sociale et de paix civile, parce que dans un pays, et ce n'est pas actuellement qu'on va dire le contraire, et encore moins dans le monde, ça permet de garantir qu'aucune religion ne s'impose, malgré les événements qui se passent récemment en France, notamment tout ce qui se passe autour de Notre-Dame. Il faut bien le voir comme quelque chose de républicain et pas de cultuel. La religion, elle permet de se sentir à égalité et de se sentir surtout dans un esprit de respect mutuel, et c'est là qu'on retrouve aussi la fraternité de notre magnifique devise. Et
nous avons de récentes évolutions législatives et présidentielles et jurisprudentielles, excusez-moi, c'est l'actualité qui me perturbe, ce qui montre bien que la nécessité d'une vigilance constante appropriée, je me demande même s'il ne faut pas parler de proportionné, si on n'en fait pas quelquefois un peu trop d'histoire autour de ça, pour faire respecter cette laïcité. Et il nous semble que cette journée, qui sera une journée de formation et d'information, est nécessaire et qu'il faut aussi, et ça sera le rôle de notre référent laïcité, qu'il y ait que ce soit une formation, une information continue. Parce que c'est un principe dont on ne voit pas toujours forcément l'utilité dans nos régions qui sont un peu protégées de certains sujets. Et cette journée devrait donc nous rappeler l'importance de ce sujet, en déterminer les contours, et nous aurons cet après-midi des petites scénettes de théâtre qui permettront de répondre à ces situations bien concrètes, justement pour que nous appréhendions tous mieux ce concept. Les débats seront animés par M. Jean Pétot, qu'on ne présente plus, et qui, vous verrez, comment il animera tout ça. Je remercie par avance Madame la préfète qui va arriver, Madame Salima Sansou qui représente le conseil départemental et qui est tout à fait au cœur de ces sujets-là. Monsieur Philippe Gaudin, mais vous présenterez ses qualités parce que j'en ai 2 lignes et je ne sais pas si je ne vais pas en oublier. Et ainsi que Monsieur Lafort qui est tout sage dans son coin. Ils sont tous les deux de grands spécialistes divers et variés dans ces domaines-là. Et nous avons aussi notre référent laïcité qui ne vous présentera pas son rapport annuel parce qu'il l'a édité et je l'ai, il n'y a pas de souci, mais il vous racontera quand même quelque chose. Et j'en ai terminé, donc j'allais souhaiter à tous une bonne journée. Et Madame la préfète, qui a un sens du tempo extraordinaire, arrive. Eh bien, je vous laisse la place, madame. Bonjour, madame le maire. Bonjour, madame la conseillère départementale. Bonjour, mesdames et messieurs ici présents. Merci pour votre présence nombreuse. Effectivement, j'aurais souhaité être à l'ouverture de vos travaux, mais c'était un peu compliqué pour moi. Et puis, je vais enchaîner, vous le savez, par un déplacement si important d'ailleurs pour Mont-de-Marsan, puisque Madame Darrieussecq, la ministre de la Santé, va inaugurer, vous savez, l'hôpital. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je devrais vous quitter. J'ai tenu à être présente pour votre journée de laïcité, qui est si importante à mes yeux, parce que, vous le savez, la laïcité est profondément ancrée dans les étapes de l'histoire de notre pays et de notre République en particulier. Les racines de ce principe remontent à la Révolution, lors de laquelle en fait les Français ont remis en cause une monarchie, tirant sa légitimité du droit divin et ayant fait du catholicisme une religion d'État. Et cette valeur s'incarne pour la première fois à l'école. Et à l'école, sous la Troisième République, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, ayant fait voter la loi sur l'école gratuite, obligatoire et laïque. Donc, c'est dire l'importance de la laïcité dans l'exercice du service public. Et la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui a été si difficile, constitue un tournant historique. Et je me permets de faire un témoignage un peu personnel. Moi, je suis originaire d'une petite ville de Bretagne qui est Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. Et Tréguier est la patrie de Saint-Yves, absolument. Et de Renan. Et d'Ernest Renan. Et d'Ernest Renan. Et d'Ernest Renan.
Et Ernest Renan a fait ses classes, voilà, il a fait le grand séminaire, le petit séminaire, le grand séminaire. Et ensuite, il a remis en cause la divinité du Christ. Et, vous savez, c'est le grand auteur aussi du Discours à la Nation. Je vous recommande de lire le Discours à la Nation. Tout petit d'ailleurs, assez court, mais si dense. Lorsqu'il, à sa mort, en fait, le maire de Tréguier a souhaité ériger face à la cathédrale de Tréguier, puisque c'est le siège de l'évêché, petite ville de 2000 habitants, siège de l'évêché, a fait édifier un monument à la mémoire d'Ernest Renan, donc qui avait remis en cause la divinité du Christ, et aussi porteur de ce grand discours sur la nation. Et donc, grande protestation. Ensuite, les catholiques ont érigé un calvaire des protestations, et cela dans le contexte effectivement si dur, si difficile de la loi de 1905. Et dans une cité religieuse, comme l'est d'ailleurs toujours Tréguier, avec des monuments très importants, ça a été, et ça traverse la mémoire d'ailleurs, On a toujours des témoignages toujours très forts de ceux, vous savez, où il y a eu les religieuses ont été chassées, souvent des monastères. Il y a eu une confiscation aussi des biens de l'Église. Et c'est pour vous dire qu'on a peut-être oublié ce qu'a été la loi de 1905 et le grand chantier qui a été celui de la laïcisation de la société et qui est consubstantiel à mes yeux à sa démocratisation. Et ce principe forge l'identité de la France et des Français. Je crois que nous avons ce partage, ce commun en héritage et cette valeur très forte de la laïcité. L'enracinement de ce principe républicain n'est ni facile, ni évident. Ça a été une conquête de haute lutte et qui se poursuit aujourd'hui. Il a fallu incontestablement du courage, de la détermination pour parvenir à l'inscrire dans les lois et dans les mentalités. Mais sa plus-value est immense. Elle est la condition même de l'exercice des libertés de croyance et de conscience. Elle constitue la pierre angulaire de notre vivre ensemble et la neutralité de l'État en face de toute religion garantit à chaque citoyen la liberté de croire ou de ne pas croire, d'exprimer sa foi librement, de manière privée, tout en respectant le choix des autres. Et en tant que représentante de l'État dans les Landes, je ne peux que réaffirmer la force de ce lien entre la République et la laïcité, un pilier qui est indispensable à l'égalité et au vivre ensemble. La laïcité, c'est aussi un principe républicain qui est à valeur constitutionnelle. Le principe de laïcité, il s'enracine dans notre droit et dans notre pacte social républicain. Juridiquement, vous le savez, il fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, donc le plus haut niveau de garantie. Et il est doté donc de la valeur la plus haute dans la hiérarchie des normes. Elle apparaît dès l'article 1er de notre Constitution. Et l'ordre des mots est important. L'ordre des mots est important puisque l'article 1er de la Constitution dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Indivisible, on voit que c'est
ô combien précieux d'avoir la cohésion nationale et l'unité nationale. Et vous savez que s'il y a un préfet dans chaque département, c'est parce qu'aussi il en est le garant de cette indivisibilité de la République. Il est aussi garant de la laïcité. Et en société, ce principe est fondamental puisqu'il place tous les citoyens sur un pied d'égalité devant l'État, peu importe leurs croyances, et c'est ce qui cimente donc les rapports sociaux. À ce titre, les agents publics, en veillant au respect de l'application de ce principe, œuvrent aussi au bon vivre ensemble au quotidien. Chacun dans vos responsabilités, vous avez, j'en suis persuadée, eu à gérer parfois des situations difficiles, compliquées, et vous avez été à l'épreuve de ce bon vivre ensemble au quotidien. Il y a une loi récente de 2021, vous savez, qui conforte encore davantage le respect des principes de la République. Ça a été une étape déterminante de notre engagement en faveur des valeurs fondamentales qui soudent et unissent les citoyens au sein de notre nation. Tout d'abord, cette loi, elle a érigé le respect de la laïcité en priorité. Elle vise à consolider le vivre ensemble face à la menace du séparatisme. C'est l'hydre du communautarisme qu'il convient de combattre sans relâche. Surtout, je crois qu'elle rappelle que le principe de laïcité, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un cadre. C'est un cadre essentiel qui nous permet de vivre libres et égaux, quelles que soient nos croyances. Et à travers les différentes mesures de la loi, c'est un message aussi clair qui est envoyé, c'est que l'État est garant de la diversité en société. Et en introduisant des référents de laïcité, et peut-être certains d'entre vous exercent ces fonctions, vous savez que maintenant, dans la fonction publique, il doit y avoir des référents laïcité. La loi souligne le rôle clé qui est joué par les agents de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, parce que il y a en fait des conseillers qui, à travers leur rôle de sensibilisation et de diffusion, donnent les bonnes informations. Et par ailleurs, vous savez que l'une des vertus également très fortes de cette loi, c'est qu'elle a imposé à tous les délégataires de missions de service public aussi de veiller au respect des principes de laïcité. C'est un grand tournant. C'est un grand tournant. Je tiens aujourd'hui à mettre en avant les référents laïcité, leur tâche au quotidien, parce que vous êtes peut-être les garants de cette valeur républicaine. Donc je vous exprime mes sincères remerciements pour célébrer au travers de votre séminaire cette valeur cardinale de notre République. Chaque année, je suis présente aux manifestations que vous organisez. Pour moi, fondamental de faire vivre le principe de laïcité. Cette valeur nous enjoint à tous, et en particulier, nous, agents de l'État, de faire vivre la laïcité dans tous nos territoires, dans toutes nos institutions et dans notre vivre ensemble et nos interactions quotidiennes. Je vous remercie. Merci Madame la Préfète. Je vais passer la parole à Madame Salima Sansou, qui est conseillère départementale et qui est, entre autres, en charge des problématiques d'éducation, mais aussi de laïcité.
Madame la conseillère départementale, si vous voulez bien. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, madame la préfète, mesdames et messieurs. Déjà très très heureuse et honorée d'être parmi vous, honorée et heureuse de représenter le conseil départemental. Madame la préfète, vous avez dit faire vivre, que les agents de l'État puissent faire vivre la laïcité. Moi je dirais même un peu plus, faire vivre une laïcité heureuse. Faire vivre une laïcité heureuse, je ne vais pas revenir sur les références historiques, je vais juste parler du présent. Je vais parler du présent où, lorsque je suis devant des jeunes, lorsque je parle de laïcité, je parle de code de la route. Je parle du vivre ensemble en disant que la laïcité, c'est notre code de la route ici en France. C'est le code de la route pour vivre ensemble. C'est le code de la route pour qu'on puisse faire vivre toutes nos diversités. Je dis ça parce que souvent les gens montrent la laïcité comme une menace. Je suis au contact de jeunes, mais quotidiennement, dans le cadre de mon autre travail. Et la laïcité, elle est vue comme une menace. Comment ça se fait qu'on est en arrivé à ce que les jeunes ne comprennent pas que la laïcité est une chance et que la laïcité, quand je dis notre code de la route, notre code du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que les jeunes sortent la laïcité en disant que pour eux c'est un empêcheur de tourner en rond, alors que la laïcité normalement, et je m'adresse vraiment à vous, la laïcité doit être portée par nous tous comme une laïcité heureuse, c'est-à-dire arriver à faire comprendre aux gens que la laïcité leur permet d'exister dans ce monde en étant eux-mêmes. La laïcité nous permet à tous de vivre ensemble en nous respectant. Je dis ça. Alors, je suis sortie un petit peu de mon rôle au niveau conseillère départementale. Nous, au niveau du conseil départemental, comment est-ce qu'on essaie de faire vivre cette laïcité ? Déjà, en subventionnant les associations qui font ce travail sur le terrain, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, l'atelier laïcité, toutes les associations en fait qui respectent toutes nos valeurs et qui les font respecter et qui les conduisent sur le terrain. Voilà, donc ça c'est mon rôle de conseillère départementale, mais tout simplement en tant que landaise, où on vit dans un territoire, vous l'avez rappelé Madame Coutière et Madame la préfète, où dans un territoire où on est encore protégé de certaines dérives qui se passent ailleurs. Nous sommes dans un territoire où la différence est depuis très très longtemps respectée, donc continuons à la faire respecter avec les jeunes. Nous sommes dans un territoire où on va dire nos identités et nos dirigeants respectent cette tradition. On est un territoire de tradition, donc la laïcité doit s'intégrer là-dedans, doit faire vivre ces traditions en les faisant respecter. Donc ça, c'est le côté landaise. Mais voilà, donc tout simplement pour vous dire que vous, agents de l'État, vous êtes les premiers ambassadeurs de cette laïcité. Comment est-ce que les gens en face de vous, comment est-ce que les Landaises et les Landais en face de vous puissent repartir en ayant cette laïcité heureuse, en se sentant respectés, en se sentant compris, en étant, voilà, vous êtes les ambassadeurs, c'est par vous qu'on passe aussi ce message, c'est par vous qu'on passe aussi le fait de se dire c'est une loi, c'est une valeur de la République qui fait partie de toutes les autres valeurs de la République, et comment arriver à la véhiculer de façon heureuse. Je n'ai pas préparé de discours, c'est le seul message que j'aurais à faire passer, c'est vraiment celui-ci, que nos agents puissent faire passer une laïcité heureuse et que ces valeurs de la République puissent être partagées par tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère départementale. Alors, nous allons entamer le débat et la discussion, mais je pense que tu interviens maintenant, Bernard. Oui, par exemple. Hein. Alors, mais je pense que tu peux intervenir de ta place, Bernard, c'est comme tu veux, à moins que tu veuilles. Tu viens à ma place. Donc Bernard Pierre, qui est magistrat honoraire, hein, honorable et honoraire. Hein, voilà. Et qui est donc référent laïcité pour le centre de gestion du personnel territorial des Landes depuis maintenant 3 ans, hein, et qui offre de
Troisième journée, voilà, qui offre plusieurs avantages, en particulier celui d'être, comme on dit, un praticien qui a beaucoup d'éléments, j'allais dire un peu de retour d'expérience. Et ça sera un point commun avec Philippe Gaudin, que je vais présenter un peu plus tard, un des deux panélistes. Tu fais aussi de la formation et des interventions de formation. Voilà. Et je te passe la parole, mon cher Bernard. Bien, d'abord je vais m'associer aux remerciements qui ont déjà été formulés. Je voudrais quand même adresser... Oui, pardon. Je voudrais remercier l'assistance pour commencer, parce que vous verrez que la laïcité, c'est un sujet complexe, qui n'est pas simple, et les actions de sensibilisation que j'ai pu mener m'ont permis de constater que, et je reviendrai, ce n'est pas évident. C'est de moins en moins évident. C'est compliqué et ça m'a conduit à envisager un nouveau type de formation, de sensibilisation, dans la mesure où la complexité du sujet conduit à être plus prudent et à envisager des formes plus pratiques, même si j'ai du mal à imaginer qu'on puisse parler de la laïcité sans, comme vous l'avez fait Madame la Préfète, à juste titre, rappeler que la laïcité, c'est une histoire, c'est pas venu du jour au lendemain, et que ça a mis fin à des dizaines de siècles de religion d'État, puisqu'au départ, la laïcité a été bâtie contre la religion d'État, pour permettre justement à chacun d'entre nous de penser, même en croyant, de penser l'organisation du monde d'une autre manière. Mais ceci est une autre histoire, si je puis dire, je n'insisterai pas. Je voudrais quand même remercier tout de suite Madame la Présidente et Madame la Préfète, parce que Madame la Préfète, pour votre fidélité à ces journées, qui lui donne beaucoup de force, je pense. Et je pense que aussi, ça sera intéressant de voir l'évolution. Alors, justement, mon propos aujourd'hui ne sera pas de vous lire mon rapport, parce que c'est un rapport plutôt administratif. C'est pas très rigolo, hein. Vous savez ce que c'est qu'un rapport administratif comme agent de l'État ou des collectivités territoriales. En revanche, je vais insister sur ce qu'est le référent laïcité. Parce que le référent laïcité, au cours de ces actions de sensibilisation, pour mes points, je me suis aperçu que, en tout cas dans les départements, ça n'éveillait pas grand-chose comme dans les esprits. Alors, il y a un aspect positif, comme vous le rappeliez, Madame la conseillère. Oui, tant mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de soucis à ce sujet. Mais je trouve quand même que c'est dommage, parce que la laïcité, encore une fois, c'est pas quelque chose d'évident. Je reviendrai, c'est pas inné. Ça s'apprend aussi. Et à ce sujet, je vais commencer par un élément important. Le site web du centre de gestion, je vous invite à y aller, parce franchement, il est bien monté. Vous tapez site, je remercie le service juridique, le service com du centre de gestion, avec lesquels je travaille en relation étroite et sans lesquels je ne pourrais pas. Le texte dit, il m'en revient d'organiser cette journée. Vous pensez bien qu'à moi tout seul, impossible. Donc sans le centre de gestion et sans les agents neutres, hein, du service juridique, du service com et de tous ceux qui sont présents ici, ça ne serait pas possible. Alors, le site web, il est vraiment bien fichu. Franchement, j'en parle un peu trivialement, mais je vous invite à y aller. On explique parfaitement ce que sont les missions du référent laïcité. Mon sujet, ça va être ça. Pourquoi un référent laïcité? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que j'ai pu faire ou pas faire au cours de cette dernière année? Je l'ai déjà un peu évoqué. Alors, en résumé, qu'est-ce que le rôle du référent laïcité? Ça a été dit plusieurs fois, je recommence. À mon tour, c'est mon point de vue. Pour commencer, sensibiliser les agents de la fonction publique territoriale aux principes de la laïcité et organiser la journée. Je viens de dire, vous êtes là, moi aussi, tant mieux. On est tous ensemble, on va en parler pendant la journée. Vous allez peut-être vous lasser, j'espère que non. Grâce à Yvan Savary, l'après-midi, nous aurons une session un peu plus animée avec une compagnie théâtrale qui permettra de mettre en jeu, en scène naturellement, des situations qui vous interpelleront ou pas. On en parlera avec des références juridiques, aussi peu que possible, mais quand même pour savoir ce que ça peut porter en termes de lien avec la laïcité et les décisions qui ont pu être prises.
Ensuite, il y a apporter des conseils aux chefs de service et aux agents de la fonction publique territoriale, puisque je suis référent laïcité pour la fonction publique territoriale, pour la mise en œuvre du principe de laïcité. La première année, j'ai eu deux questionnements. Depuis, pas. Je ne sais pas quelles ont été les conséquences des avis que j'ai pu émettre ou des conseils que j'ai pu émettre. Pas de retour. Bon, a priori, ça a dû apporter satisfaction. Enfin bon. Ensuite, il y a un point particulier, intervenir dans la résolution de conflits entre un agent et des usagers du service public, portant sur l'application du principe de laïcité. Alors, je n'ai pas eu connaissance d'éléments parce que quand ça intervient, c'est Madame la Présidente qui doit me saisir. Comme je n'ai pas été saisi, bon, donc je supposais que tout allait bien aussi. En tout cas, s'il y a eu des accrochages, des incidents, je ne sais pas, dans les activités que vous menez, dans les mairies notamment, à travers le conseil départemental, j'ai pas d'écho. Je suppose que ça a pu se régler sans que j'ai eu à intervenir. Nous verrons. Mais cette mission, je me suis interrogé sur les éléments qui pouvaient la rapprocher. Et si on prend l'évolution législative que Madame la préfète a rappelée, finalement, on trouve deux aspects qui se rapprochent, c'est le déontologue et le référent à laïcité. Et il y a un ensemble de sites où les deux sont mêlés dans une seule et même personne ou dans un seul et même service. À la mairie de Paris, mais il y a 50 000, 60 000 fonctionnaires, je ne sais plus. C'était un service entier qui est consacré à la fois à la déontologie et à la laïcité, au respect de la laïcité ou à la formation, etc., avec un déontologue pour les élus et un déontologue pour les fonctionnaires qui fait aussi office de référent laïcité. Alors, autant finalement la déontologie et les codes de déontologie sont relativement accessibles, il s'avère que la laïcité, les principes de la laïcité, c'est finalement, et ça c'est des actions de sensibilisation qui me l'ont révélé au sens propre du terme, et il n'y a aucun sens religieux dans mon propos évidemment, la connaissance même de la laïcité, qui sait que par exemple la laïcité est en fait un accident de l'histoire de relations entre l'Italie et la France, parce que le pape était fâché, parce que le président de la République française ne s'est pas rendu, lorsqu'il rendait visite au président de la République italienne à Rome, il ne s'est pas rendu au Vatican. C'est comme aujourd'hui, mais c'est l'inverse. C'est le pape qui ne veut pas venir, mais il a le droit. Non, mais c'est exact. Le gouvernement français, qui était à l'époque dirigé par Émile Combes, a immédiatement réagi, mais sa loi la loi, en juillet 2004, a été rejetée. Ce n'est qu'ensuite que ça a été repris, j'ai oublié le nom du Premier ministre de l'époque qui avait été ministre de l'Éducation antérieurement, et que sous la houlette de Ferdinand Buisson, qui présidait la commission, et d'Aristide Briand, qui en était le rapporteur, c'est la loi de 1905, préparation pendant 1 an. Ça a duré, la commission s'est réunie pendant 1 an. Il faut que vous sachiez que la loi a été votée dans les mêmes formes par l'Assemblée et par le Sénat. Il y a eu une vingtaine de sessions plénières à l'Assemblée nationale, un pour moins au Sénat, et les deux assemblées ont voté exactement le même texte. Il y a eu des débats successifs, mais la forme, le contenu a été au mot près exactement la même de bout en bout. Alors, je ne vais pas rappeler les textes essentiels de cette loi qui finalement intervient dans un cadre où la sécularisation de la société et la laïcité existaient déjà, Madame la préfète l'a rappelé. Depuis 1882, la loi sur l'enseignement primaire laïque et gratuit. Pour les cimetières, la gestion des processions des cimetières avait été donnée en 1887 aux maires. Vous voyez déjà, il y a une approche contre la force de l'Église catholique qui gérait tout ça jusqu'alors à travers notamment les curés des églises qui géraient évidemment tout ce qui tournait autour du fonctionnement religieux.
La Constitution de 1958, qui intègre aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui déjà rappelait « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ayant une majuscule, un L majuscule. » Et il était ajouté un peu plus dans un autre article, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. » Donc vous voyez, mais c'était le premier texte qui en France a conduit au respect, comment dirais-je, à la tolérance à travers l'affirmation de la laïcité. Mais le propre, à part, dans l'article 1er de notre Constitution, que Madame la préfète a rappelé tout à l'heure, le mot laïcité n'apparaît jamais. C'est en 1882, l'école primaire laïque. Autrement, en dehors de ça, dans la loi de 1905, le mot n'apparaît jamais. Dans la Constitution de 1958, qui nous gouverne encore, cet article n'a pas été modifié, ça apparaît. Alors, cette liberté de conscience, elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d'exercice du culte et la non-discrimination entre les religions. Le principe de la séparation des églises et de l'État s'était rappelé. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Des nuances ont été apportées. L'État reconnaissait les 4 cultes qui existaient à l'époque, catholiques, réformés, luthériens, qui se sont unis à l'heure actuelle dans une fédération, et juifs. Il organisait quand même, puisqu'une police des cultes était créée. Jusqu'alors, ça c'était le concordat de 1802. Les ministres des cultes étaient payés, le culte musulman était reconnu en Algérie, puisque l'Algérie était considérée qu'une part, mais pas sur le territoire métropolitain. Alors il en résulte, je résume, ça a été dit, le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes, l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. L'État est laïque, la République est laïque, et donc neutre. C'est là qu'on introduit cet aspect de neutralité que vous connaissez et qui normalement, qui est votre cadre institutionnel majeur. Il n'y a plus de religion légalement consacrée, tous les cultes sont traités de manière égale. L'État est laïque, la société n'est pas laïque. La société est plus ou moins sécularisée, ce qui est quand même différent. Mais le concept n'est pas figé. Ce concept qui avait été formalisé par Ferdinand Buisson s'est nourri des transformations de la société. Et comme Madame la préfète l'a rappelé incidemment, en réalité, il a donné lieu à des interprétations diverses. C'est un principe républicain, c'est un mode d'organisation des fonctions publiques. Cela signifie que l'organisation des relations entre l'État et les églises de France repose sur un principe simple et clair. La religion relève de la sphère privée. L'État affirmant son indépendance et sa neutralité à l'égard des institutions. Mais comment dois-je procéder, ou peut-on procéder, comme référent laïcité? C'est un cadre juridique qui a été affirmé par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises, et le Conseil d'État ou la Cour de cassation, mais aussi par la Cour de justice de l'Union européenne, depuis peu, novembre 2023, et la Cour européenne des droits de l'homme, on le reverra plus tard. Le Conseil d'État, qui est l'élément central, puisque la Cour de cassation a rendu très peu de décisions sur le sujet, considère que le juge administratif est au cœur de la construction et de la pérennisation de cet équilibre qui peut être regardé comme de la traduction juridique de ce qu'est la laïcité. Pour reprendre le propos de Marc Solon, qui a été longtemps vice-président du Conseil d'État, le juge administratif ou le Conseil d'État se considère comme le régulateur de la laïcité. Et je crois que la philosophie qui doit m'animer comme référent laïcité, c'est celle-là. Être régulateur de la laïcité. Donc il s'agit de faire la part des choses entre la liberté des citoyens et la garantie effective du respect des exigences de l'ordre du service public en respectant l'ordre public. C'est la voie
que j'ai essayé de suivre et que je suis, et je conclurai ainsi. La laïcité, je paraphrase Jean-Marc Sauvé et Christian Vigourou, ancien vice-président du Conseil d'État et président de la section du contentieux, qui citait la déontologie. La laïcité n'a rien d'inné. Elle est le fruit d'un partage d'expérience, d'une vigilance individuelle et collective de chaque instant. Elle exige un exercice de conscience et un recul critique. Et Vigourou Christian ajoute: la laïcité est l'art de créer la confiance chez les citoyens usagers. Elle répond à une attente, elle est sociale, elle est institutionnelle, elle est fondatrice de l'État. Je vous remercie. Merci Bernard pour avoir cadré juridiquement le sujet. Tu as abordé un certain nombre d'aspects qui vont être, j'en suis sûr, déclinés et repris par les deux intervenants qui vont présenter chacun, j'allais dire, dans leur champ de compétences, même si c'est un champ qui est très important et très large, leur approche de la laïcité.